Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous continuons aujourd'hui et terminons cette leçon de géographie que nous avons commencé la semaine dernière. Nous en étions restés au petit 2. Les États sont aussi des acteurs importants. Nous sommes donc toujours dans le grand 2 et nous sommes donc arrivés au petit 3, d'autres acteurs, et nous commençons tout de suite par une vidéo. Excusez-moi, Ouais, c'est votre voiture, là? ouais. La Jaguar? Ouais. Et vous gagnez combien? J'en sais rien, 72 000 $ le mois dernier. Si vous me montrez une fiche de paie avec 72 000 dessus, je quitte mon job illico et je bosse pour vous. Je démissionne. Je vais bosser à la bourse. Je m'appelle Jordan Belfort. Tout juste âgé de 22 ans, je me suis dirigé vers le seul endroit à la hauteur de mes nobles ambitions. Nous sommes la meilleure société au monde! Je devenais une légende. T'es pas marié? Et les gens mariés ne peuvent pas avoir d'amis? On ne sera pas des amis. Je me faisais tellement de fric que je savais plus quoi en faire. 26 000 $ pour un dîner. On est plus pauvre, papa. Dis-lui ce qu'on a commandé comme C'est extra. quoi ces extras? Ça guérit le cancer? Oui, ça guérit le cancer, c'est ça le problème. Et du coup, c'est pour ça que c'est si cher. 22 millions en 3 heures. Grâce à cette bande-annonce du film Le Loup de Wall Street, vous comprenez que les acteurs de la finance jouent un rôle très important dans la mondialisation. Parmi ces acteurs de la finance, il faut évidemment retenir les banques. Vous avez à l'écran ici le top 10 mondial des banques privées. On doit parler évidemment aussi des places boursières, les deux plus importantes étant situées à New York avec le New York Stock Exchange et le Nasdaq. Et puis, c'est peut-être moins connu des élèves, vous avez aussi les fonds souverains, c'est-à-dire des fonds qui sont détenus par des États qui vont investir à l'étranger. Donc, vous allez avoir par exemple l'épargne du Qatar qui va être investie notamment au sein du Paris Saint-Germain. Alors, tous ces acteurs de la finance peuvent trouver aussi des placements très avantageux et intéressants dans des paradis fiscaux dont on doit parler également dans cette mondialisation, même si, vous le savez, il y a évidemment parfois certaines règles qui sont détournées et donc des placements qui sont illégaux dans ces paradis fiscaux. Seconde flèche, on parle maintenant des zones d'intégration régionale. Alors dit comme ça, ce n'est peut-être pas très transparent pour vous, mais concrètement, cela représente les unions douanières, c'est-à-dire par exemple pour l'Union européenne, pour l'ALENA, pour le Mercosur, des pays qui se mettent d'accord pour des conditions douanières avantageuses, donc ils vont faire baisser leurs droits de douane le plus possible, afin justement de permettre des échanges de marchandises le plus librement possible et avec le moins d'obstacles aux frontières. Donc à retenir, l'UE évidemment qui représente 450 millions de consommateurs. L'intérêt de tout ça, c'est évidemment de peser davantage, notamment dans le commerce international et notamment face au poids grandissant des FTN. Troisième flèche, ce sont des pouvoirs politiques plus locaux. C'est-à-dire par exemple une ville comme Valenciennes avec ici son maire de l'époque Jean-Louis Borloo peut convaincre une FTN de venir s'installer et ouvrir une usine chez elle. Donc là vous avez ici une énorme usine qui est venue s'installer à Onnain près de Valenciennes. Et évidemment le rôle du maire de l'époque et le rôle de la ville par son poids, par ses arguments compte pour justement attirer une FTN dans la région. Et puis, dernière flèche, c'est la quatrième. Il existe aussi des contre-pouvoirs qu'on appelle ONG. Ce sont les organisations non gouvernementales. On peut aussi avoir les syndicats. Alors là, ça va être plutôt des organisations qui vont remettre en cause les politiques, notamment de certaines FTN, sur le plan social, sur le plan environnemental. Donc par exemple Greenpeace, qui va souligner l'impact environnemental de certaines FTN. Nous passons maintenant à notre grand 3 qui s'intitule des espaces productifs hiérarchisés. Je vous invite, si vous le pouvez, à imprimer cette carte schématique et à la coller dans votre cahier, puisqu'elle va vous permettre de suivre l'ensemble de cette grande partie, et notamment le petit 1, la production mondiale reste dominée par les grandes puissances. Première flèche, on vous dit que les grandes puissances mondiales, c'est-à-dire les pays les plus développés économiquement et donc les plus riches, restent les grandes puissances productives complètes. Elles gardent par exemple les capacités de financement et d'innovation les plus importantes. Les États-Unis, par exemple, représentent toujours aujourd'hui, à eux seuls, un tiers des dépenses de la planète qui sont liées à la recherche. On va trouver également, vous le savez, des grands centres décisionnels comme les bourses mondiales, on en a parlé. Les FTN restent très attirés par ces espaces. Et puis, les flux mondiaux restent également aussi très polarisés sur l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est qui vont véritablement représenter les 3 pôles les plus importants de la mondialisation vers lesquels de nombreux flux convergent. Dernière chose, on a parlé de la recherche, du développement. Il faut aussi rappeler que ce sont ces pays qui vont avoir les meilleures infrastructures, notamment en termes de numérique. Donc là où les échanges vont être virtuels, vont être liés par exemple à Internet, ces pays-là
vont avoir des infrastructures tout à fait performantes, ce qui leur permet de garder une longueur d'avance sur les autres pays. Pour faire les 2 flèches qui terminent ce petit 1, je vous demande de regarder la vidéo qui suit. Vidéo que vous venez d'observer, vous comprenez que les pays des Nord restent effectivement des grandes puissances productives complètes, mais ils ont été touchés par une forte désindustrialisation à partir des années 60-70, c'est-à-dire que de nombreuses usines, des mines, des usines de métallurgie, de sidérurgie, ont fermé, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, mais également en Angleterre, et se sont déplacés vers d'autres espaces productifs, ce que l'on verra dans notre 3e flèche. Alors il faut souvent bien mentionné dans ce cas-là le nord-est américain, notamment avec les villes de Chicago, avec les villes de Détroit, qui ont été très touchées par des fermetures d'usines, à tel point qu'aujourd'hui on surnomme cette zone Rust Belt, c'est-à-dire la ceinture de la rouille, puisqu'on y trouve encore aujourd'hui de nombreuses usines à l'abandon, des friches industrielles, d'où le surnom Rust Belt, ceinture de la rouille. 3e flèche, comme je vous l'ai dit, certaines de ces activités se sont déplacées vers de nouveaux espaces productifs, notamment en Asie. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ce continent reste la première région exportatrice du monde, avec notamment un poids lourd, la Chine, qui, depuis les années 80, connaît une croissance continue. Vous le voyez sur le diagramme que je fais apparaître, notamment ici, vous voyez la croissance de son PIB. Et donc cette croissance, comme vous pouvez l'imaginer, lui permet aujourd'hui d'occuper une place très intéressante dans l'économie mondiale. En quelques chiffres, d'abord c'est la 2e puissance économique mondiale, sa part dans le commerce mondial a été multipliée par 5, c'est le premier exportateur mondial, le 2e importateur, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les Chinois consomment aussi énormément de produits venus du monde entier. Et puis dernière chose, cette croissance lui permet aujourd'hui d'avoir une balance des paiements qui est largement positive, c'est-à-dire qu'elle dégage de l'argent, elle n'est pas endettée, et ainsi elle va pouvoir prêter aux autres pays en devenant ainsi le premier créancier du monde. Sachez par exemple que 30% de la dette des États-Unis est aujourd'hui dans les mains de la Chine. On termine maintenant cette leçon par un petit 2 qui s'intitule « Les tâches de fabrication sont de plus en plus dispersées sur le globe ». Première flèche, vous comprenez, notamment en reprenant la carte schématique qui est à l'écran, que les FTN, vous le voyez ici avec ce petit figuré, ne vont pas hésiter à disperser la production sur la planète en cherchant à chaque fois notamment une main-d'œuvre bon marché. Donc évidemment, par exemple, si on regarde les FTN qui vont produire par exemple ce qu'on appelle la fast fashion, donc vous pouvez penser par exemple à H&M, Zara, vous voyez par exemple qu'on recherche le salaire minimum mensuel le plus bas. Donc évidemment, on a l'impression que ça génère encore plus d'inégalités dans le monde, mais on peut nuancer un petit peu cela dans notre 2e flèche, puisque aujourd'hui, ces pays des Sud majoritairement qui vont fabriquer pour les FTN de nombreux produits, pèsent de plus en plus dans l'économie mondiale. Et le plus grand symbole de cela, évidemment, ce sont les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. En 1994, ces pays ne représentaient que 7% du PIB mondial. Aujourd'hui, ils représentent 25% du PIB mondial. Donc, ce sont des pays émergents, c'est-à-dire qu'il y a encore de cela 20-30 ans, ils accusaient certains retards de développement importants, mais aujourd'hui, ils sont en pleine croissance et ils sont dans une phase de rattrapage des économies les plus développées. Alors, ce ne sont pas les seuls émergents. On connaît par exemple les jaguars d'Amérique, avec le Mexique, l'Argentine, le Chili. Il y a également les lions africains, Nigeria, Angola, Maroc, Algérie, Égypte, et puis les tigres asiatiques, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Vietnam et Philippines. Dernière flèche de ce cours, elle vous rappelle que toute cette division internationale du travail que l'on étudie depuis le début du cours, en fait, est aussi un facteur de rééquilibrage. Alors le meilleur exemple, encore une fois, c'est la Chine. La Chine, longtemps, a été considérée comme l'atelier du monde et elle percevait énormément d'IDE, c'est-à-dire de nombreux investissements de FTN étrangères qui venaient faire fabriquer leurs produits chez elle. Mais aujourd'hui, la Chine est dans une phase de transition économique. Alors pourquoi ? Maintenant, la Chine, vous le voyez à travers les marques que je fais apparaître à l'écran, possède des FTN puissantes. Il y a une vraie montée en gamme également avec, on le connaît avec Huawei, avec Xiaomi, avec par exemple dans le secteur des télécommunications, des téléphones de qualité qui sont réputés dans le monde entier. Et la Chine devient, économiquement parlant, un véritable poids lourd qui ne fait plus que fabriquer pour les FTN étrangères, mais qui possède aujourd'hui des FTN puissantes qui justement cherchent elles aussi des conditions très avantageuses. Et on termine ce cours, vous allez le voir par une vidéo qui vous montre que la Chine s'intéresse, elle, aujourd'hui, à des contrées qui, justement, fabriquent à moindre coût,
à des coûts encore plus bas que les siens. Vous voyez ici le salaire mensuel d'un Chinois va être de 291 €. Eh bien, les Chinois installent de plus en plus leurs ateliers en Éthiopie pour trouver, elles aussi, des conditions très avantageuses. Regardez la vidéo qui suit. On pourrait se croire sur une autoroute à peine sortie de terre. Nous sommes en réalité sur le parc industriel d'Hawassa en Éthiopie. Mise en service il y a 1 an à peine. 300 hectares d'usines. Et au-dessus de la plus grande d'entre elles, flottent les drapeaux chinois et éthiopiens. L'un des géants chinois du textile a décidé d'installer ici une usine flambant neuve. Toutes les machines sont importées de Chine. Plus de 500 employés éthiopiens et quelques dizaines d'expatriés, chinois forcément. Ça, c'est prêt à être livré. C'est le manager général, Danny Leung, qui nous fait la visite au pas de course. 30 minutes, pas plus. Il n'a pas très envie de s'afficher devant les caméras. La présence chinoise en Afrique est un sujet sensible. Pour le textile et les usines qui vont avec, le plus important, c'est la main-d'œuvre. Ils ont la main-d'œuvre. Vous savez, ici, c'était des fermiers. Ils sont en train de faire leur révolution industrielle. Oui, c'est ça. Une main-d'œuvre abondante et surtout bon marché. Voilà ce qu'est venue chercher cette entreprise chinoise. Quelle est la différence entre le coût du travail ici et en Chine? Une différence assez importante. En réalité, dans ces usines, le salaire est souvent inférieur à 30 € par mois, 20 fois moins qu'en Chine. Alors les entreprises chinoises investissent massivement, y compris pour former le personnel. 25 salariés éthiopiens de cette entreprise ont reçu une formation de 6 mois en Chine, au point de maîtriser la langue de Confucius. Avec près de 300 entreprises présentes en Éthiopie, la Chine est de très loin le premier investisseur étranger dans ce pays. Et ça tombe bien, l'Éthiopie ne demande que ça. Le parc industriel d'Hawassa en est le parfait exemple. 220 millions d'euros, construit par une entreprise chinoise. Tout est fait ici pour faciliter l'arrivée des investisseurs. Une main-d'œuvre bon marché, on l'a vu, mais également des démarches administratives simplifiées. Tout se fait au même endroit, y compris les exonérations de taxes pour les produits importés. On peut gérer ça en quelques minutes, vous savez, on a déjà tout libéralisé. L'Éthiopie met tout en œuvre pour devenir dans les 10 prochaines années un des ateliers du monde. Et ce, même si les ouvrières, à la sortie de l'usine, se plaignent de leurs conditions de travail. Il fait trop chaud à l'intérieur. Et puis le salaire, ce n'est pas assez. 33 €. Le loyer, la nourriture, la vie est chère. Ne faites pas que vous plaindre, continuez à travailler, il y aura des progrès, je vous l'assure. La Chine a clairement choisi l'Éthiopie pour délocaliser une partie de ses usines et de sa production. La Chine qui a dépensé beaucoup d'argent, près de 10 milliards d'euros de 2010 à 2015 pour aider le gouvernement éthiopien à développer les infrastructures. Car c'est un fait, les deux pays avancent ensemble. Les entreprises chinoises sont absolument partout en Éthiopie pour construire des routes, des trains et donc des parcs industriels. Dans les prochaines années, il devrait y en avoir pas moins de 12, pilotés par l'État éthiopien. Les usines chinoises s'installent, continuent de produire à bas coût, alors d'une certaine façon, la Chine n'est-elle pas en train de racheter l'Éthiopie? Les autorités locales s'en défendent, elles affirment profiter elles aussi de la situation. Vous savez, les Chinois sont en train d'exporter environ 80 millions d'emplois, des emplois industriels. Et nous, on veut en récupérer une quantité importante grâce à une coopération étroite avec eux. L'industrie ne représente encore que 5% de l'économie éthiopienne. Le pays entend créer 2 millions d'emplois dans ce secteur d'ici 2025. Une révolution industrielle à marche forcée, au fort accent chinois. Voilà, donc pour conclure cette leçon, vous comprenez mieux qu'aujourd'hui, la plupart de vos produits ont été fabriqués au sein d'une division internationale du travail, c'est-à-dire qu'ils ont traversé des espaces productifs très dispersés sur la planète, où à chaque fois, les FTN ont cherché les conditions les plus avantageuses.
Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une certaine hiérarchie qui est toujours présente dans le monde. Regardez encore une fois la carte projetée, à la fois avec des États des Nord qui sont très puissants et qui sont très complets en termes de puissance productive, et des États des Sud qui s'affirment de plus en plus. Il y a un certain rééquilibrage qui se fait, vous l'avez vu à travers la vidéo, entre la Chine et l'Éthiopie, mais il faut tout de même nuancer ce rééquilibrage puisque ce chiffre est assez parlant. Les États-Unis, première puissance mondiale, représentent encore une fois 6 fois en termes de PIB le continent africain entier. Donc vous voyez très bien que les espaces productifs, en fait, restent encore une fois très dominés par ces puissances des Nord qui, véritablement, sont des poids lourds de la mondialisation en captant les flux les plus importants de la planète. J'espère que cette leçon est assez claire pour vous. J'espère également que vous allez bien. On se retrouve bientôt et d'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions et portez-vous bien. À bientôt.